Merci et bienvenue aux participants pour ce 5e webinaire de notre cycle de webinaires Les rendez-vous avec la recherche et l'innovation que Novachim a lancé en 2021, destiné à présenter les activités et l'offre scientifique et technologique des laboratoires de recherche régionaux de la filière chimie et matériaux, avec vos webinaires réalisés en partenariat avec les structures de valorisation de la recherche issue des laboratoires, comme la SAT Sud-Est qui est aujourd'hui, qui participe aujourd'hui à ce webinaire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir et de mettre à l'honneur les équipes de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille, ISM2, qui est un institut de recherche rattaché à Aix-Marseille Université, le CNRS et l'École centrale de Marseille, et qui est implanté sur le campus de Saint-Jérôme à Marseille. Donc l'ISM2 est composé de 4 équipes de recherche qui agissent selon 3 axes: la chimie de synthèse, la chimie du vivant et la chimie quantique, et dont les équipes vont vous présenter les travaux dans un instant. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, un mot sur le pôle d'innovation de Novachim. Nous sommes un cluster d'entreprises de la filière chimie et matériaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Novachim fédère environ 200 entreprises et laboratoires de recherche. Notre mission, c'est d'assurer le développement économique des entreprises à travers l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations. Donc Novachim est partenaire depuis longue date avec Franchimie Méditerranée, qui est le syndicat professionnel de la chimie en région, et est soutenu par la région Sud et la métropole d'Aix-Marseille. Enfin, la structure est labellisée Centre de diffusion technologique par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Industrie pour son rôle d'interface entre les entreprises et la recherche académique. Donc, au programme de ce webinaire, nous commencerons par une présentation générale de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille par son directeur, donc le professeur Rodriguez. Puis sera faite une présentation donc, des axes de recherche, des travaux scientifiques des différentes équipes de l'ISM2 qui seront présentés par les différents responsables des équipes. Et enfin, nous finirons par une présentation par Marie Feuerstein, qui est chargée de transfert de technologies chimie et environnement à la SAT Sud-Est, qui présentera donc les missions de la SAT Sud-Est et l'offre technologique en lien avec l'ISM2. Alors, avant de commencer le webinaire, juste les consignes habituelles. Hop, je reviens dessus. Donc, merci par avance pendant les présentations de couper vos micros et vos caméras. Donc, de toute façon, il est prévu à la fin du webinaire un temps d'échange d'un quart d'heure environ, où vous pourrez poser vos questions. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est pendant les présentations de poser vos questions par le chat. Je pourrai les relayer ou passer la main aux personnes qui veulent poser leurs questions. Et puis, il y aura aussi, on pourra prendre des questions en direct. Il suffit de lever la main avec le petit icône en haut de l'outil Teams. Voilà. Un dernier mot pour dire que ce webinaire sera enregistré. Et tout de suite, donc, je laisse la parole au professeur Rodriguez, qui va faire une présentation générale de l'ISM2. Donc, voilà. Je laisse la main. Professeur Rodriguez, c'est à vous. Vous pouvez partager votre vous m'entendez bien? Très bien. Je vais essayer de partager l'écran. Alors, ouvrir le partage. Voilà. C'est bon? C'est partagé? Vous voyez l'écran? Pas encore, mais ça va venir. Le temps que la présentation se charge, peut-être juste dire que les intervenants seront donc le docteur Thierry Tron pour l'équipe biosciences, le professeur Alexandre Martinez pour l'équipe chirosciences, le docteur Yannick Harissan pour l'équipe CTOM, le professeur Cyril Bressy pour l'équipe Céréo, et donc Marie Feuerstein que j'ai présentée juste avant. Voilà, la présentation est bien affichée, donc je vous laisse la main. C'est à vous, professeur Rodriguez. Elle est bien partagée, c'est bon? Vous la voyez bien? C'est parfait, on la voit très bien. Vous la voyez bien, vous m'entendez bien, donc c'est parfait. Écoutez, alors on va essayer d'y aller. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue
sur cette plateforme webinaire. Et tout d'abord, je voulais remercier bien sûr l'initiative de Noachim qui nous donne cette opportunité de nous présenter et d'échanger un petit peu avec un consortium, ou en tout cas certains collègues industriels régionaux. Et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter nos activités dans ce contexte-là. Donc merci à M. Moutard pour l'organisation de ce webinaire. Et je vais donc vous résumer en quelques diapositives le contexte de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille. Et ensuite, comme l'a dit M. Moutard, il y aura des présentations un peu plus qui rentreront dans le détail des activités de chaque équipe pour montrer les différentes compétences au sein de l'Institut. Alors, un peu d'histoire rapide, l'Institut des sciences moléculaires a été créé en 2008 au sein de 3 tutelles, enfin avec la collaboration de 3 tutelles qui sont Aix-Marseille Université. Vous voyez, attendez, je cherche, voilà, vous voyez la flèche là, tout le monde voit la flèche. Aix-Marseille Université, le CNRS et Centrale Marseille. Donc c'est une structure qui a déjà donc, quelques années d'histoire et qui a évolué bien sûr au fil du temps en fonction des évolutions de nos gouvernances. Donc j'en suis le directeur, je suis associé à un directeur adjoint qui est le professeur Thierry Constantieux qui est ici aussi aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on nous voit bien là, je n'ai pas le contrôle écran, je ne sais pas où vous dépassez d'ailleurs ce truc. Bon, en fait, c'est pas grave. On vous voit à peu près, pas tous, mais on voit le... Bon. Alors, donc l'Institut des sciences moléculaires de Marseille est centré sur le campus de Saint-Jérôme et au sein de la faculté des sciences de l'Université d'Aix-Marseille. Ça marche, ça? Attendez, je vais essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc le contexte global, c'est un institut qui est centré sur le cœur de la chimie, enfin sur la chimie, la discipline chimie, mais qui travaille énormément aux interfaces avec le vivant, on va dire, la biologie, les problèmes de biologie, et la physique également, un peu plus récemment, mais on est actif sur ces 2 interfaces-là. C'est un institut qui comprend 83 personnels permanents. Alors permanents, il s'agit d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, CNRS, AMU et École centrale, avec un personnel technique également en support transversal sur les différentes équipes. Notre vocation, qui est la formation par et pour la recherche, eh bien, nous amène à encadrer en gros, on va dire une trentaine de doctorants par an et une trentaine de post-doctorants par an qui viennent d'origine très diversifiée. Et nous sommes positionnés sur les expertises ou des compétences, le savoir-faire de 4 équipes de compétences qui seront présentées plus en détail par la suite, donc qui sont affichées ici. L'équipe biosciences, vraiment positionnée à l'interface avec la biologie, avec le vivant. L'équipe chirosciences, plutôt centrée sur les aspects de catalyse, contrôle de la chiralité, analyse de la chiralité et supramoléculaire. L'équipe CETOM, qui est une équipe dédiée à la chimie théorique, à l'étude théorique des processus, et l'équipe stéréo, qui est plutôt centrée sur le développement méthodologique en synthèse organique. Alors, les grandes orientations et les axes de recherche sont la synthèse, pour faire court en quelques mots-clés, la biologie, la théorie, la catalyse, la chiralité. Vous verrez plus en détail un petit peu ces aspects-là par la suite. Et les domaines d'action vont de l'énergie, avec des intérêts pour l'environnement, la santé, et les matériaux également. Pour ce qui est de l'environnement de travail, eh bien, nous occupons en gros 4200 m² de laboratoire sur le campus de Saint-Jérôme. Et nous bénéficions d'un support technique assez conséquent au sein de la Fédération de recherche de Marseille, Fédération de chimie de recherche de Marseille, qui mobilise un petit peu, ou qui centralise et gère le parc de gros appareillages. Essentiellement, pour ce qui nous concerne, c'est la plateforme Spectropol qui concentre tout ce qui est spectroscopie, masse et RMN. Et également, nous intervenons au sein des instituts d'établissement créés récemment au sein d'Aix-Marseille Université, un axé sur
la chimie des matériaux, donc l'Institut Ambutech, et l'autre axé plutôt sur les aspects biologiques, l'Institut IM2. Donc, ce sont des instituts qui ont vocation à gérer et animer l'interdisciplinarité. Donc, comme nous sommes aux interfaces avec la chimie et la physique, eh bien, nous participons activement à la vie de ces deux instituts également. En complément, nous avons aussi en interne des plateformes technologiques assez spécifiques et spécialisées qui vous seront détaillées plus précisément par les responsables des équipes concernées. Une plateforme dédiée à tout ce qui est biodiversité, valorisation, analyse et valorisation de la biodiversité, une plateforme d'analyse de la chiralité, on va dire au sens large, et une plateforme dédiée plutôt à l'analyse de mélanges complexes par métabolomique, utilisant la RMN comme technique. Donc ça vous sera détaillé plus particulièrement par la suite par les responsables d'équipe. Alors quelques chiffres pour ne pas vous prendre trop la tête avec des détails inutiles, mais quand même des chiffres importants, juste pour situer un petit peu le fonctionnement de notre institut. C'est un budget annuel de 2 millions d'euros, bien sûr, hors salaire des chercheurs, ainsi que des chercheurs permanents, de fonctionnement, qui inclut également l'embauche de CDD et le fonctionnement de nos équipes de recherche. Alors, il est réparti en trois grands axes. Tout d'abord, les ressources récurrentes qui nous sont attribuées par nos tutelles, qui sont AMU, le CNRS et l'école centrale, pour 25%. Donc, ce qui veut dire que les 75% restants, il faut qu'on aille les chercher en ressources propres à l'extérieur, soit à travers des appels d'offres nationaux, régionaux, voire internationaux comme l'Europe, et en particulier la région Sud est particulièrement active dans ce domaine-là, l'ANR et l'AMIDEX, qui est l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université. Donc ça représente 65% de nos ressources propres. Et bien sûr, nous essayons, autant que faire se peut, de développer des interactions avec nos collègues, nos partenaires industriels, pour aller compléter en gros 10% des ressources sous forme de collaboration industrielle à viser développement académique pour des applications potentielles au niveau industriel. Voilà, et au niveau production scientifique, puisque quand même le cœur de notre activité, c'est de produire de la science et de la partager également, eh bien c'est en gros 110 publications par an, dont un portefeuille de brevets qui va de 2 à 3 par an, ça dépend des années bien sûr, mais en gros actuellement, on dispose d'un portefeuille de brevets, d'une vingtaine de brevets, je pense actuellement. Alors, les orientations scientifiques qui vous seront détaillées par les responsables d'équipe portent sur 3 grands axes, la chimie de synthèse, la chimie du vivant et la chimie quantique. Et au sein de ces grands axes-là, voilà un petit peu les orientations qui sont actuellement en cours, qui ont donné déjà des résultats particulièrement intéressants, novateurs et surtout permettent des ouvertures vers le futur. Le contrôle et l'analyse de la chiralité, l'étude d'objets supramoléculaires et de milieux confinés, la compréhension et la modélisation de la réactivité pour les aspects théoriques en lien avec toutes les approches théoriques des propriétés moléculaires des objets que l'on développe, les nouveaux modes d'activation, la biocatalyse, la catalyse au sens large métallique et organique, le biomimétisme et les biotechnologies, et puis une partie analyse métabolomique, donc analyse de mélanges complexes, comme je vous le disais précédemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais juste vous donner cet outil, on va dire, un petit peu interactif, qui montre toutes les collaborations que l'on a pu développer à travers le monde. Et le lien qui est ici, là, vous permettra, je vais faire juste une petite démonstration, d'aller sur une carte interactive. Alors, c'est peut-être un petit peu, ça pédale un petit peu, mais on va la voir. Bon, enfin, là, on ne la voit pas à l'écran, mais elle y est. Et donc, vous pouvez cliquer sur les petits ballons de couleur et vous avez le détail de la collaboration. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ce lien qui vous amènera sur une carte interactive. Donc, juste pour vous situer un peu les choses et pas rentrer dans le détail.
Donc moi j'en ai terminé pour les généralités, le positionnement, le contexte général de l'Institut, et donc je préfère qu'on passe un petit peu plus de temps à rentrer un peu dans les détails sans aller en profondeur des choses, mais ça vous donnera peut-être une vision plus large et plus spécifique de nos orientations, de nos réalisations, et puis aussi éventuellement des projets futurs qui pourraient naître de cette présentation. Donc voilà, je vais donner la parole au premier responsable d'équipe. Alors, juste un petit changement dans le programme, c'est que M. Alexandre Martinez est excusé, il a eu un empêchement de dernière minute, et il sera donc remplacé par Damien Hérault, qui est enseignant-chercheur au sein de l'équipe et qui présentera les aspects de l'équipe qui est au sciences. Donc, je vais donner d'abord la parole au Dr Thierry Tron, qui vous présentera les activités de biosciences. Damien Hérault présentera les activités du chirosciences. Yannick Harissan, les activités de CETOM. Et Cyril Bressy, les activités de Stéréo. Voilà, donc la parole est à M. Thierry Tron, que je mets de suite de la souris. Donc, juste c'est la souris pour avancer. Bien, bonjour à tous. Donc, Thierry Tron, responsable de l'équipe biosciences au sein de l'ISM2. C'est une équipe qui comprend environ 50 personnes, avec un peu plus de 30 permanents et le reste étant des étudiants ou des chercheurs associés. Donc, l'essentiel de nos préoccupations tourne autour des trois axes qui sont présentés ici, c'est-à-dire la catalyse, l'énergie, le domaine de l'énergie et le domaine de la santé. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons dans ces domaines. Alors, c'est le clic. Quel côté? Voilà. Donc, nous sommes un laboratoire de recherche académique, donc l'essentiel de nos activités tourne autour de recherche fondamentale, on va dire, bien qu'il y ait un certain nombre d'applications sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Donc les sujets de recherche qui sont poursuivis dans l'équipe sont présentés sous cette forme, avec des références à des articles qui correspondent à nos productions, à l'essentiel de nos productions. Ce qui est important de voir, c'est plutôt les titres ici. Donc, on a déjà un petit peu évoqué l'analyse des mélanges complexes, sur laquelle je reviendrai plus tard. Nous nous intéressions dans le domaine de l'énergie à la production d'hydrogène. Nous avons une activité assez importante dans le domaine de la biologie synthétique, où nous redessinons des voies métaboliques pour faire de la production de molécules d'intérêt. Nous nous intéressons beaucoup à la photosynthèse artificielle. Donc, on essaie de mettre en œuvre des principes qui sont basés sur l'étude de la photosynthèse naturelle pour essayer de faire des catalyseurs qui sont inspirés de ces voies naturelles. Des systèmes qu'on appelle des enzymes artificielles, donc également là aussi observation de la nature pour essayer de reproduire un certain nombre de fonctions ou d'activités et de dépasser le contexte biologique pour avoir des activités nouvelles. Nous nous intéressons à la structure des molécules sur lesquelles nous travaillons. Ça a une importance, le lien entre la structure et l'activité pour comprendre la fonction de ces molécules. Jean a déjà parlé tout à l'heure de la métabolomique, l'analyse des mélanges complexes. À part des méthodes, c'est de la mise au point de méthodologie pour analyser ces mélanges. Ça a beaucoup d'intérêt dans de très nombreux domaines, en santé particulièrement. On va venir chercher des molécules qui sont des marqueurs dans des pathologies, avec des méthodes qui sont assez précises.
On s'intéresse également aux peptides. Alors, des peptides antimicrobiens en particulier, là encore, c'est à partir d'études de la nature, d'études biologiques, de très nombreux micro-organismes synthétisent des petites molécules, des petits peptides pour aller combattre dans des niches écologiques des micro-organismes concurrents. Et on étudie la synthèse de ces molécules et leur activation, on va dire, comme outil potentiel de développement de nouveaux agents antimicrobiens. Ici, la chimie inorganique médicinale, c'est le développement de petits complexes de métaux de transition pour aller faire de l'imagerie, par exemple, ou des réactions ciblées dans des compartiments cellulaires. On s'intéresse également à de nouvelles enzymes, de nouvelles activités. Donc, encore une fois, une activité qui prend sa source dans l'étude de la nature. À partir de ces nouvelles enzymes, à partir des enzymes en général, on essaie de concevoir des complexes métalliques bio-inspirés pour reproduire certaines de ces activités et aller plus loin que les activités biologiques. Un autre exemple ici, c'est le développement qui est en relation avec les peptides antimicrobiens, c'est le développement de nouveaux matériaux ou polymères ici antimicrobiens, donc qui est basé sur la recherche que je présentais précédemment sur les peptides antimicrobiens. Enfin, ici, bon, voilà, d'autres exemples de nos activités, notamment sur la biocatalyse, la chimie, enfin les catalyseurs chimio-enzymatiques, donc qui sont des combinaisons de complexes de métaux de transition et d'enzymes pour aller de nouveau chercher de nouvelles activités. Et voilà un certain nombre d'activités sur lesquelles nous travaillons avec tous ces outils. Voilà, j'étais un petit peu exhaustif sur nos activités. Je vais juste faire un bref focus maintenant sur 4 points: l'analyse de RMN, les tests antimicrobiens, la biocatalyse et les métallopeptides. Donc, la plateforme de RMN métabolomique qui est dans notre équipe, plusieurs activités sur cette plateforme. Bon, tout d'abord, c'est donc de l'utilisation de la RMN pour aller étudier des mélanges complexes. Donc, à partir de spectres, de trouver les méthodes qui permettent d'isoler un certain nombre de marqueurs ou de pics, plutôt dans les spectres, et de les associer à des molécules et de regarder les variations de ces molécules. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça a énormément d'importance dans des diagnostics dans le domaine du cancer, par exemple, dans l'étude de la flore intestinale, dans la nutrition, mais dans bien d'autres domaines. Donc là, il y a une vraie expertise sur le développement des méthodes qui permettent de repérer ces évolutions dans des mélanges extrêmement complexes. Donc là, vous avez un certain nombre d'exemples de ces activités. C'est vraiment du développement de méthodologie et des applications sur de nombreux exemples. Par exemple, ça peut intéresser également aussi des recherches de fraude, par exemple. Mais bon, il y a énormément de nos activités qui sont liées au cancer. Donc les équipements, ce sont des spectromètres qui sont à la fois qui permettent de faire des analyses liquides ou des analyses solides ou semi-solides. Voilà, donc ce sont des appareils qui sont dédiés à ces analyses en particulier. Alors, j'ai sauté peut-être quelque chose. Voilà, je suis passé à la partie antimicrobien.
Donc là, sur cette partie, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans les exemples précis que je donnais, l'étude de peptides naturels qui sont produits essentiellement par des bactéries et la synthèse de peptides synthétiques. On est équipé au laboratoire pour faire la synthèse de peptides. Également aussi une partie utilisation de molécules naturelles et synthétiques, essentiellement dérivées de l'étude de plantes, pour viser des applications thérapeutiques en antimicrobiens, anti-inflammatoires ou anticancéreux ou antioxydants. Je passe maintenant un petit peu sur la biocatalyse. Et voici un exemple de développement de mini-bois de synthèse de terpènes. Les bois naturels dans les organismes comportent énormément d'étapes, 16 à 18 enzymes qui sont impliquées dans les deux voies qui sont connues. Là, cette voie de terpènes qui a été mise au point, de mini-bois qui a été mise au point au laboratoire par deux molécules qui sont des molécules extrêmement faciles à obtenir, des précurseurs donc assez faciles à obtenir et qui ne met en œuvre que deux enzymes pour obtenir le départ de cette voie qui permet à partir de là d'aller vers la production d'un certain nombre de molécules d'intérêt avec des applications différentes et la possibilité de coupler ça avec d'autres activités, notamment par exemple sur la prénomination des peptides. Donc ça, c'est développé à la fois in vitro et in vivo. Donc on arrive au concept d'usine cellulaire qui est développé aussi au laboratoire. Enfin, je terminerai sur les métallopeptides bio-inspirés. Ce sont des exemples de molécules, encore une fois inspirées du vivant, qui contiennent ou pas des métaux et qui peuvent être utilisés dans différentes applications pour faire de la catalyse, de la valorisation du CO2, ou bien dans le cadre du domaine de la santé, aller cibler des problématiques liées au cancer et par exemple à la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc j'ai terminé avec ce que je voulais vous présenter de nos activités dans l'équipe Biosciences. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc le prochain c'est l'équipe Chirosciences, voilà, qui est présentée donc par Damien Hérault. Donc bonjour tout le monde, donc je suis Damien Hérault, donc membre de cette équipe Chirosciences, donc dirigée par Alexandre Martinez. Donc l'activité de l'équipe Chirosciences est orientée sur trois axes de recherche, que sont donc la séparation chirale, voilà, la catalyse énergétique et la chimie supramoléculaire, où donc la quinzaine de permanents présents dans l'équipe peuvent travailler sur différemment entre ces axes. En commençant par le premier axe autour de la chromatographie liquide chirale, qui est une activité assez importante dans notre équipe, qui concerne donc la chromatographie analytique de mélange de deux énantiomères pour pouvoir donc éventuellement ensuite pouvoir les séparer par chromatographie préparative de manière à pouvoir obtenir des milligrammes, voire des grammes, des dizaines de grammes de chaque énantiomère. Et ensuite, donc, l'activité de cet axe permet aussi de caractériser ces énantiomères par des techniques de dichroïsme circulaire, de polarimétrie, et également, dans certains cas, sur des chromatogrammes issus de ces analyses, on peut déterminer donc les barrières d'énantiomérisation pour établir la racémisation de ces composés. Donc cette activité donc, se fait avec de nombreux équipements, et notamment donc, tout d'abord des équipements de screening de colonnes, donc des phases stationnaires chirales qui vont permettre donc, de séparer les énantiomères et d'avoir de bonnes résolutions.
Et ainsi, on va pouvoir obtenir donc, ces couples d'énantiomères. Et grâce aussi à des systèmes de séparation à l'échelle préparative, on va pouvoir obtenir aussi ces énantiomères à l'échelle de plusieurs grammes. On a pas mal d'équipements, notamment ici au niveau des colonnes préparatives. Chaque colonne ici analytique coûte à peu près 1300 €. On a une quarantaine de sélecteurs à disposition. Et en ce qui concerne donc la préparation, où là chaque colonne coûte à peu près 10 000 €, on a 25 colonnes qui sont à notre disposition au laboratoire. Donc cette activité est très marquée dans l'équipe. Il y a de nombreuses collaborations nationales, européennes et internationales sur différentes thématiques, car les molécules chirales peuvent intervenir dans beaucoup d'activités, que ce soit donc en chimie médicinale, mais également dans le domaine des matériaux. Autre activité de l'équipe Chirosciences, c'est la catalyse énergétique. Et là, je vais commencer donc par une activité autour des complexes métal NHC avec chiralité axiale. Donc, ce sont ce type de molécules ici qui, classiquement, ont des éléments de chiralité qui sont présents sur les composés azotés ici, ou ici sur le squelette ici de cet hétérocycle. Et au laboratoire, nous avons préparé des nouveaux NHC chiro par la formation à partir de sels de ces composés hétérocycliques. Nous avons pu faire les complexes qui deviennent des atropoisomères et donc qui se présentent sous la forme de 2 énantiomères. Et grâce à l'activité de séparation chirale, nous avons pu mettre au point l'analyse et la séparation de ces complexes métal NHC et ainsi obtenir chaque énantiomère de ces complexes qui pourront être séparés à l'échelle de plusieurs grammes pour ensuite être impliqués dans des réactions de catalyse énantiosélective. Donc ces activités en catalyse énantiosélective peuvent se faire avec différentes méthodes de transition. Donc là, vous avez ici quelques exemples de réactions réalisées avec notamment le cuivre, le ruthénium ou le palladium. On peut voir que d'excellents accéléromètres numériques ont pu être obtenus dans différentes réactions. Et vous pouvez voir aussi les différentes autres méthodes de transition qui seront étudiées prochainement. On a aussi quelques résultats ici avec l'or, avec de très bons résultats. Ceci a fait l'objet de publications récentes de bonne qualité. Autre activité en catalyse énantiosélective, c'est l'utilisation du phosphore stérogène, qui est une activité qui est assez ancienne au laboratoire. Et donc, il y a quelques années, nous avons été capables ici de préparer ce précurseur P-stérogène ici, ce phosphinate d'adamantyle, qui a pu être séparé à l'échelle aussi, là on est à 50 grammes de chaque énantiomère. Et à partir de chaque énantiomère, nous avons pu développer des méthodes de synthèse stéréospécifiques qui permettent de diversifier l'accès à de nombreuses composés phosphorés. Et parmi eux, on a notamment ici ces oxydes de phosphine secondaire que j'évoquerai tout à l'heure, juste après, et également ces phosphines boranes avec un bras hydroxyalkyle ici, qui peuvent ensuite être dérivés pour former des ligands PN hétérobilantes qui peuvent être utilisés en catalyse énantiosélective. Dans le cas des oxydes de phosphine secondaire à une chopure, elles peuvent être complexées, notamment ici au platine, mais également au palladium, et on peut ainsi obtenir de bons résultats en catalyse énantiosélective ici dans ce transfert d'hydrogène. Concerne la troisième activité de l'équipe Chirosciences, qui est autour de la chimie supramoléculaire et qui s'intéresse un peu plus spécialement à la chimie des hémicryptophanes. Donc les hémicryptophanes, ce sont ces molécules ici, qui comportent une unité ici, ce qu'on appelle une unité CTV, qui peut être chirale si les groupes ici Y et X sont différents. On a ici un cryptophane classique, et ici on a ce qu'on appelle un hémicryptophane, puisqu'on a une partie haute et une partie basse ici qui sont différentes. On voit déjà sur ces molécules, on a une cavité qui est créée ici à l'intérieur entre ces deux parties, cette partie haute et cette partie basse, et on voit aussi qu'on peut facilement moduler cette partie basse
pour donc inclure un élément qui va pouvoir potentiellement faire de la reconnaissance ou de la catalyse. Donc, on peut faire de la reconnaissance moléculaire, donc en mettant ici avec des complexes hôtes invités, où on va, grâce à des interactions faibles, interagir entre le substrat, l'invité et l'hôte. On peut également faire des machines moléculaires et également de la catalyse supramoléculaire en utilisant donc ces hémicryptophanes comme des nanoréacteurs qui vont permettre de transformer, certaines molécules de manière sélective. Donc, en termes de reconnaissance de molécules, on peut s'intéresser à la reconnaissance de biomolécules, donc notamment des sucres. Donc là, ici, on voit le sucre qui a été modifié, qui peut rentrer dans la cage et être reconnu sélectivement. On a aussi des neurotransmetteurs qui peuvent être retenus et reconnus sélectivement, mais également aussi des molécules complètement achirales, telles que des anions ici. On a aussi observé donc une possibilité de faire varier d'avoir une pH dépendance en fonction de l'hôte et de l'invité. Et donc, on peut, par exemple, ici, si on a un invité, en modifiant le pH, on peut faire sortir cet invité de la cage. Autre activité aussi en reconnaissance sur des molécules non chirales, c'est la reconnaissance de polluants comme le chlordécone, qui peut donc s'insérer dans certaines cages qui sont réalisées au laboratoire. En ce qui concerne donc la partie catalyse et reliée à la chimie supramoléculaire, donc on a une catalyse ce qu'on appelle en milieu confiné, et donc on va utiliser donc cette cage comme nanoréacteur, et notamment cela peut permettre par exemple de confiner des bases de Lewis, ici par une base de Vercal ici phosphorée, et on peut empêcher par exemple un autre agent, un acide de Lewis, d'interagir avec cette base de Lewis, et ainsi les deux unités peuvent de manière simultanée agir sur un substrat pour qu'il soit transformé. S'il n'y avait pas la présence de cette catalyse ici, les deux unités réagiraient ensemble directement et il n'y aurait pas d'activité catalytique. Il y a aussi la possibilité de confiner des acides de Lewis, et notamment ici, donc, ces complexes de cuivre qui peuvent permettre certaines transformations. En termes de catalyse également, on peut faire aussi des oxydations sélectives en milieu confiné. Et là, par exemple, on a donc ce sulfide qui peut être oxydé sélectivement une seule fois pour former donc ce sulfoxyde chiral ici. Également, une chose importante ici, donc c'est l'oxydation sélective du méthane qui est très compliquée, puisqu'on a une molécule ici qui est, on va dire, assez neutre d'un point de vue chimique, mais on peut facilement, finalement, la modifier une seule fois en faisant le méthanol et pas ce qui est observé le plus souvent, donc la formation aussi d'acide formique par une suroxydation. Donc, pour résumer ce que je viens de vous donner comme information sur l'équipe Chirosciences, donc les trois axes ici sur lesquels nous travaillons, donc séparation, analyse d'objets chiro, catalyse sélective, chimie supramoléculaire, et donc on peut donc faire des analyses chiro-optiques, faire des séparations à l'échelle du milligramme jusqu'à plusieurs grammes, déterminer les configurations absolues de nombreux composés. En catalyse sélective, donc, on a développé et on développe toujours des ligands originaux de type NHC ou ligands phosphorés. On a mis aussi au point donc, des réactions originales catalysées donc, par ces différents objets. Et en chimie supramoléculaire, donc, nous sommes capables de faire de la reconnaissance sélective de biomolécules ou de polluants, et aussi de la catalyse en milieu confiné grâce à ces nanoréacteurs. Je vous remercie. Je pense que voilà, c'est ça. Je laisse la main. Parfait, donc merci. Donc, bonjour, je suis Yannick Carissan, je suis responsable de l'équipe chimie théorique et modèle. Et donc je vais vous présenter nos activités. Donc nous sommes des chimistes théoriciens
qui nous intéressons, qui traitons les problèmes chimiques par résolution de l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire qu'on va utiliser les équations de la physique quantique pour essayer de comprendre le fonctionnement des molécules, soit leurs propriétés, comme on le verra tout à l'heure, soit leurs interactions. On met au point nous-mêmes des modèles et des méthodes qu'on essaie de mettre à disposition de nos collègues qui n'ont pas notre culture de chimiste théoricien. Et on développe aussi des méthodes pour déterminer des propriétés moléculaires. Donc, les sujets de recherche principaux dans notre groupe, actuellement, on en a 4. Un sujet de recherche sur la chiralité. Donc, vous avez entendu dans les exposés précédents que la chiralité était une problématique importante au sein du laboratoire. Donc, on est capable de calculer des barrières d'énantiomérisation, par exemple, ou de déterminer les structures et les configurations absolues de centres stéréogènes si c'est nécessaire. On travaille aussi à la résolution de la structure électronique de molécules. Donc là, vous avez l'exemple de la structure électronique d'un complexe de cobalt qui, dont la structure électronique n'est pas forcément facile à déterminer et qui peut être importante pour sa réactivité. Nous travaillons aussi à la modélisation de la réaction chimique. Donc, on peut obtenir les paramètres énergétiques qui relient des réactifs à des produits, par exemple. Donc, tout ce qui va être paramètres thermodynamiques de la réaction, exothermicité, énergie d'activation de chacune des étapes si nécessaire. Nous sommes principalement des enseignants-chercheurs, enfin uniquement des enseignants-chercheurs. Donc, nous avons aussi une partie de développement de logiciels à visée pédagogique, dont je reparlerai dans un instant. Et enfin, comme je vous l'ai dit, nous essayons de déterminer, de mettre au point des méthodes de visualisation de propriétés moléculaires. Et donc, récemment, nous avons mis au point une méthode de visualisation d'une propriété qui s'appelle l'aromaticité et que l'on peut voir sur cette carte. Plus la carte sera bleu foncé, plus l'aromaticité est importante. Quand un composé est aromatique, il a tendance à être moins réactif. Donc, sur cette molécule, on pourrait imaginer on peut voir que les bouts de la molécule ici sont moins réactifs que le centre de la molécule, et ça peut aider nos collègues expérimentateurs à déterminer les lieux réactifs de leur molécule. Pour ce qui concerne les perspectives de notre groupe, dans le futur, on souhaite continuer à travailler sur les déterminations, comme je vous l'ai dit, de mécanismes réactionnels. Donc ici, par exemple, vous avez un mécanisme réactionnel et on peut déterminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les paramètres thermodynamiques de la réaction, soit l'énergie d'activation, donc du passage du réactif à l'état de transition, soit l'énergie de réaction, donc l'exothermicité dans ce cas, qui va nous permettre de déterminer que la réaction peut être spontanée. On a vu tout à l'heure dans l'exposé de Chirosciences les cages moléculaires. Il nous a été possible, donc là vous avez un exemple complet d'étude de la conformation de ces cages pour déterminer, donc tout à l'heure on a vu la possibilité de faire rentrer ou non des molécules à l'intérieur de ces réacteurs. Et donc il faut connaître leur géométrie exactement. Donc c'est ce qu'on est capable de faire là aussi avec tous les paramètres géométriques, combien d'énergie ça me coûte pour aller de là à là, etc. etc. Concernant la partie pédagogique, j'ai dit que j'y reviendrai. On a donc, grâce à ce travail uniquement axé sur l'enseignement, on a mis au point des outils qui aujourd'hui nous permettent de déterminer des grandeurs qui sont importantes aussi du point de vue de la recherche. Donc typiquement ici, on a une molécule qui est vue de différentes manières, soit en structure de Lewis, soit en circuit de délocalisation. Et cette approche-là rejoint la dernière approche dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la visualisation de l'aromaticité. On essaie de faire ça sur des objets de plus en plus complexes. Donc ici, vous avez l'infinitaine qui est fabriqué avec des cycles 6 qui sont fusionnés. Et on voit la répartition de l'aromaticité le long de cette molécule. Voilà, donc ça, ce sont les thématiques que nous développons au sein de l'équipe Chimie théorique et modèle, et je laisse la parole à mon collègue de l'équipe stéréo.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Boissy, donc je suis le responsable de l'équipe Stéréo. C'est l'acronyme pour synthèse stéréosélective des réactivités organiques. Alors, c'est une équipe qui est composée de 4 chercheurs, 8 enseignants-chercheurs, une ingénieure d'études et environ une vingtaine de doctorants, postdoctorants, plus des stagiaires, des masters au cours de l'année. Voilà. Nos thématiques de recherche gravitent autour du contrôle de la sélectivité dans les réactions chimiques, donc que ce soit la régiosélectivité, la chimiosélectivité ou la stérosélectivité, plus particulièrement l'énantiosélectivité. Et donc on va développer un certain nombre d'axes autour de ce pivot central, que sont le développement de méthodologies de synthèse, autour de problématiques de catalyse, qui vont être déclinées autour de l'organocatalyse, la métallocatalyse, voire la multicatalyse. Nous développons donc ces méthodologies pour également préparer des molécules qui vont avoir des fonctions particulières, qui vont avoir des propriétés physico-chimiques particulières, comme des gels, des organogels, des nanographènes ou encore des senseurs. Et toutes ces compétences nous permettent d'aller collaborer avec nos collègues aux interfaces. Donc ça peut être des interfaces soit avec la biologie, mais actuellement plus autour de la physique, et notamment avec, par exemple, la nanolithographie organique ou encore le développement de semi-conducteurs organiques. Alors, l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui va plus porter sur le développement de méthodologies de synthèse, mais également, je vais vous montrer des interactions aux interfaces. Alors, le premier sujet de recherche que je vais vous développer, concerne la conversion de chiralité. Et donc, c'est une thématique déjà qui a un certain nombre d'années au sein de l'équipe, qui nous permet en fait d'aller préparer des objets avec des chiralités comme de la chiralité axiale ou de la chiralité hélicoïdale à partir de composés qui vont avoir plutôt une chiralité centrée. Et donc, au cours de ce type de processus, on va pouvoir détruire une chiralité ici au profit de la création d'une chiralité qui va être ici axiale. Donc, ce type de processus nous permet d'aller vers des molécules de type 4-arylpyridine, des 3-arylfurane, et on peut également avoir des composés avec plusieurs éléments stérogènes, comme plusieurs axes. Et comme je vous ai dit également, plus récemment, on est allé préparer des composés avec une chiralité hélicoïdale, et donc de manière, bien sûr, énantiosélective. Et ici, l'organocatalyse nous permet de préparer ces substrats de manière complètement stéréocontrôlée. Nous avons également un autre sujet portant sur la préparation d'hétérocycles de taille moyenne. Donc ici, c'est des hétérocycles azotés. Et donc, on peut voir qu'à travers ce type de molécules, on a un certain nombre de molécules qui sont biologiquement actives, qui sont très intéressantes. Or, ça reste un défi synthétique de préparer ces cycles à 7 ou 8 chaînons. Et donc, ici, pour résoudre ce problème, donc, il y a une collaboration qui a été mise en place avec l'Université de Poitiers, notamment avec le professeur Sébastien Thibaudot, qui permet, à partir de substrats commerciaux et de combiner donc nos compétences en organocatalyse et les compétences de nos collègues de l'Université de Poitiers, donc dans la chimie des superacides, de préparer ce type d'hétérocycle de manière complètement stéréocontrôlée. Et ici, on va créer jusqu'à 5 liaisons au cours de cette séquence de 2 étapes. Nous préparons également toute une gamme d'autres hétérocycles, comme ce type de lactone ou de lactame. Donc là, il y a une méthodologie, entre guillemets, maison, qui nous permet, avec une catalyse au cuivre, de préparer ce type d'alkylidène lactone ou ce type de lactame à partir de précurseurs qui sont aisément accessibles. Et ceci va être le point de départ à l'accès à une plus grande complexité moléculaire, puisque ça va devenir les substrats d'autres types de transformations. Et là, vous voyez qu'on peut arriver à une chimie extrêmement riche et préparer donc par cycloaddition 2+2+2 ce type de complexe, aller vers des produits qui sont des structures qui sont très proches de produits naturels avec ces cycloadditions 4+2, ou également aller vers ce type de composés spiraniques avec des cycloadditions 5+2. Plus récemment, donc, on va vers ce type de lactame grâce à des alkylations énantiosélectives de Friedel et Kraft. On prépare également des hétérocycles grâce à des réactions multicomposées et domino. Donc, multicomposées, c'est quand on a plus que 2 partenaires réactionnaires. Et ici, grâce à des organocatalyseurs qui vont être designés pour pouvoir préparer ce type d'hétérocycle, on va pouvoir guider les réactions
vers la formation, par exemple, de pyrrolopyrazine, soit de tétrahydropyridine ou encore de DAPCO. Alors, le choix également des partenaires de réaction va également guider l'orientation de ces formations de ces différents hétérocycles, mais du point de vue de la stéréosélectivité, c'est vraiment l'organocatalyseur qui va être le chef d'orchestre. Nous pouvons également préparer ce type de base azotée ici en utilisant la chimie des arines, qui sont des intermédiaires réactionnels hautement réactifs et qui peuvent ainsi réagir par réaction de type Diels-Salders, hétéro-Diels-Salders ici, pour former ce type d'hétérocycle. On a pu également, grâce à ce type de dimines qui sont des partenaires réactionnels, avoir deux réactions avec des partenaires type arine, ce qui nous permet d'arriver à ce type d'atropisomère. Également, plus récemment, donc, on a pu montrer et générer ce type d'arine qui n'était pas décrit dans la littérature, pour également qu'on a une stéréospécificité au cours de ce type de processus, puisque ici on a un élément stérogène qui est conservé au cours du processus de cycloaddition. Alors, on prépare également d'autres types des hétérocycles, ici incorporant des atomes de bore pour former des macrocycles. Et ces macrocycles ont une propriété très particulière puisqu'ils sont capables de capturer des anions. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que leur synthèse est très simple. On peut les préparer à haut rendement. Donc, ils ont une certaine sélectivité pour certains types d'anions. Et leur détection, vu que ce sont des espèces chargées, est assez simple, notamment en spectrométrie de masse. Donc ça fait l'objet d'un brevet avec la SATSU-Test. Et un certain nombre d'applications sont actuellement à l'étude. Donc l'analyse en milieu aqueux, la radiothérapie, mais également la dépollution de nucléides. Pour la préparation de carbocycles, donc là, il y a ce sujet de recherche qui porte sur ce type de réactivité de cyclopropane donneur-accepteur. Et on a pu montrer qu'à partir de ce même type de précurseur, on a été capable, suivant les conditions réactionnelles qui sont employées, d'aller vers différents types de structures, comme des cyclobutanones, pour lesquels il n'y a pas énormément en fait, de méthodes de préparation, mais également des benzocyclobutènes, qui sont des intermédiaires réactionnels qui sont très intéressants, puisque on peut ouvrir ce type de cyclobutane et ainsi générer donc des diènes pour faire des réactions de cycloaddition. Et on peut également aller vers ces cycles à 8 chaînons qui sont un vrai défi synthétique assez aisément et donc qui sont préparés avec des très bons rendements. Également, nous avons une thématique concernant l'amplification de l'énantiosélectivité qui nous permet, en fait, ici, l'idée c'est d'obtenir les molécules les plus énantio-enrichies possibles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des molécules bifonctionnelles, comme ce type de diol, où un organocatalyseur va réaliser deux réactions successives dessus, ce qui va permettre à chaque fois de faire un tri du point de vue de l'énantiosélectivité, et ainsi on va former par exemple ce diester et récupérer ce diol en partant donc d'un racémique, et ici avec des énantiosélectivités qui sont extrêmement élevées. Donc ça nous a permis d'obtenir un certain nombre de substrats quasiment énantio purs, donc avec des composés notamment fluorés, qui sont extrêmement recherchés, et ça a permis également, donc ça a été permis grâce à une collaboration avec un collègue de Lyon, Dr Maurice Medelier. Nous avons également une thématique qui concerne la multicatalyse compartimentée, donc qui est conjointe avec l'équipe Chirosciences. Et en fait, la multicatalyse, c'est vraiment un outil très utile qui permet, à partir de substrats très simples, d'aller vers des composés très élaborés via plusieurs processus catalytiques. Le problème avec ce type d'approche, c'est que en fait, les catalyseurs ont un risque d'inhibition mutuelle où les conditions réactionnelles ne sont pas compatibles entre les deux catalyses. Alors, la solution qu'on a apportée et qu'on explore, c'est l'utilisation donc de membranes entre les systèmes catalytiques, et ça, c'est une approche un peu biomimétique, et ce qui nous permet de résoudre ce problème, et via ce type de réacteur donc compartimenté entre laquelle est pincée donc une membrane. Et donc là, on a donc un dépôt de brevet qui a été réalisé en fin d'année dernière, donc en collaboration avec la SAT Sud-Est.
Et je vous présente donc un dernier projet, donc je vous ai dit aux interfaces avec la physique. Donc c'est un projet de catalyse où on va ici faire une transformation donc, sur une surface organique donc, qui est déposée sur de la silice. Et on va utiliser donc une pointe AFM qui est classiquement plutôt un outil pour l'analyse des surfaces. Donc c'est une pointe AFM, c'est un microscope à force atomique, sur laquelle on va mettre un catalyseur, notamment ce catalyseur à base de manganèse, qui est capable, en présence de H2O2, donc de l'oxygéné, de faire des réactions d'époxydation. Donc si on a une surface qui est recouverte d'alcène, on va pouvoir localement faire des réactions d'époxydation là où on va balader donc la pointe AFM. Et donc, on va pouvoir faire ce type, par exemple, de carré, ici, former ces époxydes et par des post-fonctionnalisations, par exemple d'ouverture d'époxydes, on va pouvoir faire grossir, donc, ici, quelque chose, donc rallonger la chaîne ici carbonée et ainsi former ce type de transformation et ainsi avoir des applications qui pourraient être du côté de la microélectronique. Et il y a d'autres types d'applications qui sont également à l'étude. Voilà, j'en ai fini pour l'équipe stéréo. Je vais rendre l'antenne, la parole au professeur Rodrigue. Eh bien voilà, merci à tous pour cette présentation. Donc, nous en avons terminé. On va rendre la parole à M. Moutard qui va suivre les opérations. Oui, merci. Merci, professeur Rodriguez, pour ces présentations. Merci, messieurs, pour vos présentations. Au niveau timing, en plus, c'est parfait. Ce que je voudrais juste dire, moi, c'est que pour moi, elles ont mis en valeur la richesse et la complémentarité des compétences, des expertises et des sujets que vous développez dans vos labos. J'ai retenu un fil rouge dans tous les travaux qui sont réalisés, c'est l'importance de la chiralité à l'échelle moléculaire pour développer des nouveaux produits, procédés dans des applications comme la santé et l'environnement. Et on retrouve donc avec la chiralité le trait lié au vivant et au biomimétisme qui, je pense, vraiment est un fil rouge. Et la complémentarité de tous les travaux, que ce soit en chimie théorique, en chimie organique et en physico-chimique, pour justement une meilleure compréhension des mécanismes liés au biomimétisme, à la chiralité, je pense que c'est vraiment précieux et in fine important pour le développement donc, des nouveaux actifs, des nouveaux matériaux que vous essayez de mettre au point. Donc merci d'avoir illustré tout ça. Et puis je vais faire la transition maintenant avec Marie qui va présenter donc les missions d'Astat Sud-Est et qui va présenter aussi l'offre technologique que la SAT valorise donc en lien avec l'ISM2 et dont a parlé, qui a été évoqué donc, dans les présentations à l'instant. Voilà Marie, je te laisse la parole pour ta présentation. Merci. Merci Stéphane. Et juste un mot pour dire de ne pas hésiter à poser vos questions par le chat. On consacrera 10 minutes, un quart d'heure donc pour y répondre et pour vous laisser la parole à la fin du webinaire. Merci. Donc, je vais effectivement vous présenter un petit peu quelles sont les missions de la SAT Sud-Est et comment donc nous travaillons avec les laboratoires publics de recherche de la région. Donc, notre mission, c'est de valoriser la recherche publique et des régions sud et corse. C'est-à-dire que nous allons travailler vraiment uniquement sur les résultats propres des établissements de recherche. Donc, c'est un petit peu à côté des projets collaboratifs. C'est-à-dire qu'on travaille avec les équipes de recherche qui ont des résultats propres et à partir desquels on va donc engager un processus de protection des résultats de la propriété intellectuelle et transfert vers le monde socio-économique. Donc, je ne sais pas si les slides passent bien. Oui, ça va. C'est parfait, Marie. Oui, donc notre périmètre, donc on travaille donc uniquement sur avec les établissements publics de recherche de la région sud, donc les différentes universités, évidemment Aix-Marseille Université, Avignon, Toulon, l'Université de Nice et également l'Université de Corse. Et d'autres centres de recherche, de par la formation aussi des unités mixtes de recherche, donc évidemment le CNRS, l'INSERM, l'École centrale de Marseille par exemple, ou d'autres établissements comme la PHM ou le centre hospitalier de l'Université de Nice.
Donc, la SAD Sud-Est a été créée en 2012. C'était à l'époque dans le cadre du contexte des PIA, des programmes d'investissement d'avenir. Et aujourd'hui, il y a 14 SAT répartis en France. Et donc, on fait partie, il y a un réseau des SAT qui ont pour objectif de mutualiser des événements, des dispositifs et même des outils. Donc aujourd'hui, nous sommes financés par BPI France et donc nous avons des financements publics pour protéger les résultats et également faire des développements technologiques pour se rapprocher des applications marché. Donc évidemment, la prise de risque, elle est importante. L'investissement sur des résultats de recherche issus des laboratoires sur de la propriété intellectuelle, c'est un investissement financier, mais pas que, aussi de temps important, notamment, alors bon, à la SAT, nous, c'est notre mission, mais pour les chercheurs, ça demande une implication importante pour travailler sur est-ce que les résultats sont brevetables, comment rédiger le brevet. Évidemment, quand on reçoit, on travaille avec des résultats des établissements publics de recherche, on monte une équipe projet qui inclut toujours l'équipe de recherche, puisque c'est vraiment eux qui sont à la base de l'actif que l'on va essayer de valoriser et sur les aspects scientifiques et techniques qui vont nous aider à mieux comprendre comment les résultats peuvent être en adéquation avec des besoins industriels. Donc, il y a une équipe projet qui se forme avec, au niveau de la SAT Sud-Est, donc un chargé de transfert de technologie, un ingénieur brevet en interne qui va faire le lien avec les cabinets de propriété intellectuelle et un juriste qui également nous aide sur toute la partie contrat. Au départ, c'est à partir juste des résultats, voir quelle est la propriété des résultats et jusqu'à la fin de la valorisation pour aller sur des contrats de licence d'exploitation auprès des industriels. Donc, la première étape, c'est vraiment de protéger les résultats avec la propriété intellectuelle. Donc, c'est vraiment la première analyse qu'on va faire avec l'ingénieur brevet et l'équipe de recherche, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait être brevetable, qu'est-ce qui est nouveau et inventif. Donc, on va vraiment creuser les résultats par rapport à ce qui est connu, ce qui est nouveau et ce qui pourrait être protégé dans le but d'une exploitation commerciale. C'est-à-dire qu'il faut en parallèle que l'on étudie si les résultats peuvent avoir une application industrielle dans le monde socio-économique et pourraient avoir un intérêt, c'est-à-dire vont répondre à un besoin qui n'est pas satisfait. Ça peut être un nouveau procédé plus simple ou un nouveau procédé de rupture ou il y a beaucoup de choses dans la chimie verte, voilà, le biomimétisme, toutes ces applications qui recherchent des innovations. Notre but, c'est de les protéger et ensuite de les amener vers un marché. Donc, quelles sont les différentes étapes? Donc, le premier temps, c'est pour les chercheurs, quand on va voir des laboratoires ou quand on rencontre des équipes de recherche, c'est de déclarer leur invention, c'est-à-dire que les chercheurs doivent déclarer leur invention, décrire qui a participé à l'invention, quelle est l'invention, et ils doivent la déclarer notamment à leurs employeurs qui sont les centres de recherche, qui eux ensuite nous mandatent pour qu'on travaille sur ces résultats afin de voir s'il y a une possibilité donc de protéger ces résultats par un brevet, par un APP ou pour les logiciels ou par un savoir-faire. Dans un deuxième temps, on doit trouver le bon marché et dans cette étape-là, on va interagir avec des acteurs socio-économiques, des industriels, des pôles de compétitivité. On s'appuie sur tout l'écosystème existant pour faire le lien donc, entre ces résultats et un industriel qui souhaiterait utiliser ce résultat. Et donc, pour ça, on a des fonds qu'on appelle de maturation. Et ces fonds de maturation, on peut les utiliser pour créer des programmes technologiques, de développement technologique par rapport aux besoins industriels qu'on a identifiés. C'est-à-dire, voilà, on a identifié un besoin industriel, on met en place un programme technologique avec le laboratoire et l'entreprise pour dire, voilà, l'entreprise voudrait qu'on atteigne ses objectifs et on va financer ce projet.
Et en cas d'échec, en fait, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs techniques fixés par l'entreprise, la SAT a pris ce risque et il n'y a pas de demande de remboursement du projet, de l'investissement auprès des industriels, de l'industriel avec lequel on a travaillé. Par contre, si on arrive à obtenir les objectifs, il s'engage à rembourser avec toutes les aides financières qu'on peut mettre en place, le crédit d'impôt recherche et autres, donc à exploiter ce projet, ce brevet et à le commercialiser et donc à rembourser une partie des investissements qui ont été faits par la SAT Sud-Est, donc par les fonds publics que nous avons, pour se rapprocher du marché. Et donc après, donc quand l'industriel est prêt et que le projet de maturation a été un succès, et ben dans ce cas-là, on met en place des contrats de licence exclusive, on échange avec l'entreprise dans le but de leur apporter une innovation pour accélérer leur croissance et de faire appliquer des résultats de la recherche publique dans le monde socio-économique. Donc là, on a un résumé du processus de transfert. Donc on a l'invention qui part du chercheur. On échange aussi beaucoup avec les industriels qui nous indiquent quels sont leurs besoins et parfois on part dans l'autre sens, on part du besoin des industriels pour aller voir si dans les laboratoires, il y aurait pas des solutions déjà existantes et pour justement faire un transfert de propriété intellectuelle et si c'est pas possible, de mettre en relation des entreprises avec des laboratoires qui pourront mettre en œuvre des projets collaboratifs. Donc dans le cas où on est en direct avec un chercheur, donc il va nous faire une déclaration d'invention. À partir de là, il y a un processus de sélection pour voir si ces résultats peuvent bien être transférés à la SAT dans le cadre de leur mission de transfert de technologie. Donc, est-ce que ce sont bien des résultats propres aux établissements et faire une préétude de propriété intellectuelle, de brevetabilité pour voir si on lance le processus de déposer un brevet, de lancer une étude de marché et de valider où on en est de la preuve de concept pour évaluer différents types de projets de maturation. La plupart du temps, les maturations, on essaie de les faire avec déjà des besoins exprimés de partenaires industriels afin de vraiment être en adéquation avec les besoins du marché et de ne pas développer des technologies, financer des maturations dont les résultats après ne seront pas pertinents pour les industriels. L'idée, évidemment, c'est d'aller vers un transfert vers l'industrie, mais également, on accompagne les équipes de recherche et les établissements pour le transfert vers la création d'entreprises quand la technologie est pertinente pour une création d'entreprise et que l'équipe est motivée pour aller dans ce processus. Donc ça, c'est un exemple justement d'offre qui est destinée aux porteurs de projets qui veulent se lancer dans la création d'entreprises. On va les accompagner, les aider à définir qu'est-ce qu'ils souhaitent commercialiser, qu'est-ce qu'ils souhaitent vendre, les aider en faisant des études de marché pour voir si justement la création d'entreprise est pertinente et ensuite mettre en place également des programmes de maturation avec la start-up et mettre en place tous les contrats qui permettront à l'équipe d'ensuite créer son activité et d'exploiter les résultats du laboratoire. Bien sûr, dans ces étapes de création, on s'appuie beaucoup également sur l'écosystème, notamment les incubateurs, les accélérateurs et tout autre programme d'accompagnement, notamment de BPI France, pour aider et accompagner les chercheurs dans cette aventure. Voilà, là j'ai mis quelques exemples de brevets qui sont donc en gestion au niveau de la SAT. Donc les équipes en ont déjà un petit peu parlé dans leur présentation. Donc il y a le projet porté par l'équipe Stéréo et Chirosciences, donc de Cyril Bressy, Damien Hérault et Jing Hu, qui porte donc sur des nouvelles techniques de séparation d'énantiomères. Donc le brevet a été déposé donc fin 2021 et on va lancer une petite étape de prématuration
pour consolider le brevet et ensuite trouver des partenaires industriels qui souhaiteraient développer cette technologie, cette technique et l'appliquer sur une application spécifique. Également de l'équipe Chirosciences, on a un brevet qui porte sur la synthèse de nouvelles familles de molécules de polyol fluoré, donc notamment dans des applications organogèles, coordination d'anions et catalyse. On a le brevet Calix-Bip de l'équipe Stéréo dont on a parlé, qui porte sur une famille de molécules organiques qui a des très fortes capacités de capture d'anions, avec des voies de synthèse simples et des structures qui peuvent envisager des greffages hétérogènes et de nombreuses applications. Et j'ai cité également 2 exemples de brevets dans lesquels l'ISM2 a travaillé avec d'autres laboratoires. Donc, c'est des brevets qui sont issus de plusieurs laboratoires. Il y avait notamment un brevet sur une nouvelle technique de procédé membranaire pour les traces de polluants organiques qui était porté par le M2P2, mais qui avait été, les résultats avaient été générés en collaboration avec l'ISM2. Et également un brevet Pandora qui est sur des développements de solutions enzymatiques, qui est porté par le BBF. Et donc, c'est un brevet qui est valorisé par l'INRAE dans ce cadre-là et pas par la SAT, mais pour lequel l'ISM2 a également participé, collaboré à ce brevet. Voilà, pour finir un bilan des résultats et des travaux effectués par la SAT Sud-Est, donc depuis sa création en 2012, donc ça fait 10 ans. On a traité un certain nombre de déclarations d'invention, protégé plus de 500 actifs, financé 197 projets de maturation. On a signé une centaine de licences fermes et également des options de licence aux startups, par exemple, pour leur laisser le temps de se développer, et créé 135 emplois donc, dans les startups. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Merci Marie. Les présentations sont maintenant terminées, donc au niveau du temps, vous avez tous été parfaits. Maintenant, je propose, on a encore 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions. Moi, j'aurais une première question un peu collégiale. C'est sur les formes, les types de collaboration avec les industriels. Professeur Rodriguez, vous avez montré au début une carte avec toutes les collaborations industrielles. On avait aussi des exemples de collaboration à travers la valorisation de la SAT Sud-Est. Moi, je voudrais savoir quelles sont les principales formes de collaboration que vous développez avec l'industriel. Est-ce que c'est à travers des projets collaboratifs européens ou nationaux, ou c'est via des stages pour commencer? Comment se développent des collaborations avec les industriels dans vos équipes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se détache ou c'est varié? C'est ça ma question. C'est varié, il y a beaucoup de choses qui se détachent, on va dire, mais c'est varié, ça dépend de la volonté de l'industriel, ça dépend de la nature du projet, qui se rapproche plus de la prestation de service, ce que je n'aime pas trop utiliser comme terme, mais que du mécénat, donc ça dépend un petit peu le positionnement de l'industriel. Mais nous, on est ouvert à discuter de tout ça. On a également le levier CIFRE que les industriels utilisent souvent. Peut-être qu'ils pourraient faire plus souvent, mais à notre goût d'ailleurs. Mais voilà, et puis ensuite, ça dépend des sujets qui sont mis sur la table. Nous, globalement, quand même, ce qu'on souhaite garder, c'est pouvoir développer notre savoir-faire dans un contexte relativement académique et dans l'esprit mécénat, plutôt qu'aller vers des applications trop ciblées. Voilà, trop ciblées qui nous détourneraient
de nos compétences. Maintenant, si c'est mettre en valeur nos compétences, notre savoir-faire pour répondre à une problématique bien définie au sein de l'industrie, pas de problème, on est preneur et on a des exemples assez concrets là-dessus dans les deux sens. Alors, c'est vrai qu'on aime beaucoup l'approche, on va dire, très académique et plutôt mécénat dans l'esprit, que dans l'application directe, mais on est ouvert à tout et on a des exemples dans tous ces domaines-là, aussi bien purement académique et mécénat que application vraiment ciblée sur des points particuliers, mais encore une fois qui mettent en valeur ou qui se proposent sur notre savoir-faire, pas simplement dire c'est des chimistes, ils peuvent faire n'importe quoi et voilà, non, ça c'est... Oui, ça peut être des besoins applicatifs. Ça peut être des besoins applicatifs exprimés par des industriels sur la base de vos savoir-faire, en fait. Voilà, ça, c'est l'idéal. D'accord. Projet collaboratif. Au niveau collaboratif, oui. Il y a des projets collaboratifs supportés par des programmes, par l'ANR. Ah, aussi, oui, c'est vrai. Thierry ferait remarquer qu'il y a aussi des projets collaboratifs supportés par des organismes de financement comme l'ANR, où ils font des appels d'offres annuels sur l'interaction entre un laboratoire académique et un ou plusieurs industriels, bien sûr, qui sont financés par l'ANR. D'accord. J'ai une question. Alors, j'ai une question de Nicolas Vidal. Peut-être s'il veut prendre la parole, c'est peut-être aussi bien qu'il la pose directement. Donc, Nicolas, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, tu peux. Oui, bien sûr. Bonjour. Oui, j'avais une petite question pour la SAT. Merci pour la présentation, très intéressant. Alors, j'ai vu qu'il y avait 112 licences qui étaient actives. J'aurais aimé savoir quel était le chiffre d'affaires annuel que rapportaient ces licences à la SAT et l'université. Le bilan. Oui, alors le chiffre d'affaires de la SAT évolue un petit peu chaque année. Donc là, c'était un bilan sur les 12 années de licence. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes actives. Mais en gros, on a des objectifs de chiffre d'affaires à terme. On est censé pouvoir s'autofinancer d'ici 2024, c'est-à-dire en tout cas pouvoir financer nos salaires et garder de l'argent public pour tout ce qui est financement des investissements en propriété intellectuelle et en maturation, afin qu'il n'y ait pas de coûts additionnels. Après, le chiffre d'affaires de la SAT de 2022, il faudrait que je recherche dans les chiffres exacts pour vous donner le chiffre exact. Mais on a dépassé le million d'euros, mais il faudrait que je regarde exactement et puis c'est assez complexe parce que en fait, c'est entre tout ce qu'on va refacturer de frais de pays antérieurs, mais également tous les frais de remboursement des maturations. Plus, après, il y a toutes les redevances d'exploitation. Donc, c'est un calcul, voilà. Quand on englobe tout, plus le FEDER et tout ça, voilà, on arrive à des chiffres. C'est des objectifs qui sont fixés, notamment par l'ANR. Donc, la licence, actuellement, rapporte à la SAT 1 million par an, à peu près, c'est ça? Ça dépend des années. Non, c'était progressif sur chaque année et ça dépend beaucoup des projets. Il y a des startups qui ont été revendues. Voilà, il y a des années, c'est assez variable. Mais on a des objectifs fixés par l'ANR et on doit atteindre nos objectifs autant en investissement sur projet de maturation, en investissement sur brevet. On a des objectifs et des objectifs de licence et des objectifs de retour d'exploitation. Oui. OK. Alors, merci beaucoup. Deuxième question. Donc, 39 millions de budget, 135 emplois créés. Donc, ça fait 288 000 euros par emploi créé. Est-ce que vous avez des objectifs de coût par emploi créé à terme? Alors, attendez, j'ai pas compris la question, parce que les emplois créés, c'est des emplois créés dans les startups. Les investissements, c'est les investissements faits sur projet de maturation. C'est ça? Vous avez j'ai vu un budget de 39 millions d'euros. Dans le bilan comptable.
Et c'était pour savoir si vous aviez des objectifs par rapport à l'ANR, par rapport au coût. Dans les 39, pardon, excusez-moi, les 39 millions d'euros, c'est les 39 millions d'euros investis en maturation depuis 2012. OK. C'est investi sur les projets de développement technologique. Ça ne veut pas dire que tous ces projets ont été des succès technologiques. OK. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas. Moi, j'ai une question, mais c'est plus technique. Là, c'était plutôt au docteur Tron sur sur les catalyseurs bioinspirés notamment, mais pas seulement, qui s'inspirent qui s'inspirent du mimétisme. Je voudrais bien comprendre quand on parle de catalyseurs bio-inspirés, donc on ne copie pas le vivant, on s'inspire du vivant. Vous partez de choses qui existent vivant et vous adaptez vous essayez de comprendre les phénomènes et de l'adapter à votre niveau, c'est ça? Voilà, vous avez très bien résumé la situation. On essaie de comprendre d'abord les objets que l'on étudie. Et ensuite, à partir de cette compréhension, on essaie de dessiner et de construire des objets nouveaux qui reproduisent en partie un certain nombre de propriétés, mais qui, la plupart du temps, nous permettent d'accéder à des propriétés nouvelles, d'aller vers des réactions qui sont des réactions abiotiques aussi. Voilà, dans le cadre de catalyseurs, c'est tout à fait l'état d'esprit. D'accord, oui, c'est ma question qui suivait, c'était est-ce que du coup, des fois vous allez vous inspirer pour imiter, pour des applications données, est-ce qu'il vous arrive de découvrir des nouvelles applications en partant, vous avez une idée au départ et puis trouver des nouvelles applications, des nouvelles propriétés auxquelles vous ne attendiez pas en partant de ce… Oui, c'est une partie importante de la recherche. C'est effectivement partir dans une direction et s'apercevoir qu'on a découvert quelque chose de nouveau, des choses qui sont inattendues et très intéressantes. Simplement pour l'exemple, on s'intéresse à des photocatalyseurs qui s'inspire de la photosynthèse en associant des enzymes, des oxydases qui utilisent le dioxygène comme accepteur final d'électrons et des photosensibilisateurs pour faire des oxydations. Les problématiques initiales, c'est travailler dans l'eau et travailler avec le dioxygène, avec la possibilité de faire des espèces actives de l'oxygène qui sont en général pas des conditions que les chimistes aiment beaucoup. Et puis, on s'aperçoit finalement qu'en associant ces systèmes-là, en construisant ces systèmes-là, d'une part, on est assez efficace dans l'eau, et d'autre part, on peut tout à fait gérer la situation de la présence du dioxygène, qui est non seulement l'accepteur renouvelable, qui permet au système de fonctionner, mais également, avec l'enzyme, on a un changement de sélectivité sur la réactivité. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas anticipées au départ, et en fonction des conditions, on est devant et qui sont extrêmement intéressantes et qui nous permettent de poursuivre dans des directions nouvelles. D'accord, d'où l'importance de travailler, vous en parliez, sur le développement de la recherche fondamentale, c'est la base pour découvrir de nouvelles applications. Oui, ça c'est vraiment la conclusion. C'est la base et ça nous ouvre beaucoup de perspectives en termes d'application. D'accord. On arrive à la fin. J'avais une dernière question quand même parce que j'ai travaillé il y a quelques années sur les cyclodextrines. Donc, c'est pas la même macromolécule que vous, mais du coup, je suis sensible à la chimie supramoléculaire. Donc, je voulais demander au docteur Hérault, sur le chlordécone, est-ce que vous avez fait des tests en environnement réel sur la captation de chlordécone ou alors, je n'étais pas impliqué directement sur le projet, mais ça se fait sur des solutions préparées, voilà, donc artificielles. D'accord. Et sur le deuxième point, comment ça s'appelle, sur les nanoréacteurs, donc j'imagine c'est pour aller vers la chimie de synthèse plus douce.
Et est-ce que ces voies de synthèse avec des nanoréacteurs par chimie supranucléaire, on peut l'adapter à la chimie, à la synthèse en continu ou en semi-continu? Réutiliser les nanoréacteurs, est-ce que c'est imaginable ou c'est un peu... Alors, oui, pour cela, il y aurait plusieurs possibilités. Ce serait de pouvoir les immobiliser. Alors, ces cages, je n'ai pas du tout décrit la synthèse, mais ce n'est pas des molécules très simples à fabriquer. Mais néanmoins, il y a eu quelques publications déjà sur le sujet, notamment avec une collaboration à Lyon avec Véronique Dufaux sur l'immobilisation de ces molécules. Néanmoins, là, le nanoréacteur, en fait, il fait appel aussi au départ à la reconnaissance moléculaire. Et souvent, ce qu'il permet, en fait, c'est d'être sélectif. C'est-à-dire que le substrat de départ, par exemple, pour le cas du méthane, le substrat de départ peut rentrer dans la cage et faire une première action, et ainsi délivrer le méthanol. Et en fait, le méthanol, lui, ne peut pas re-rentrer dans cette cage et donc ne peut pas subir d'autres oxydations. Donc, c'est surtout en cela que ces nanoréacteurs peuvent être intéressants, c'est de pouvoir limiter finalement la réactivité et d'arrêter une réaction là où on veut qu'elle s'arrête. Alors après, en chimie du flux, oui, il faudrait, je pense, vu le coût synthétique de ces molécules, pouvoir les immobiliser et les utiliser mais bien sûr, il faut que les temps de séjour sur ces molécules soient suffisamment compatibles vis-à-vis du temps de réaction. D'accord, je vous remercie. Merci, je vois qu'il n'y a pas d'autres... Ah oui. Si je peux me permettre une toute petite remarque sur la présentation de Marie, il y a une petite correction peut-être à effectuer pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est que le F polyol, le brevet, c'est l'équipe stéréo. C'est tout. Ah, c'est pas très grave, c'est pas très grave parce qu'on s'entend bien, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'était important, c'est important de corriger. Pardon, j'ai dû faire un copier-coller, je vais le corriger. Excusez-moi. Ça ne fait aucun problème. Ça ne fait aucun problème. Écoutez, voilà, le temps passe très vite. Il est 12h30 passé, donc on arrive au terme de ce webinaire. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour leur présentation et l'ensemble des participants. Je voudrais juste également rappeler que le webinaire est enregistré et donc il sera accessible en replay. Donc voilà, l'autre point que je voulais dire, c'était, on en a parlé, hein, c'est que les collaborations entre le laboratoire et les entreprises, il y a nombreuses aides d'acteurs, un écosystème pour favoriser ces collaborations. Donc là, c'est à tous les niveaux de développement d'une technologie innovante. Donc ça, c'était un petit peu, pour illustrer qu'il y a des financeurs, des opérateurs, des acteurs qui contribuent à faciliter les collaborations entre les laboratoires et les entreprises. Et que si les entreprises, et notamment les entreprises du réseau de Novachim, sont intéressées pour prendre contact avec les laboratoires et les équipes de l'ISM 2, que nous, on est là pour faciliter ce lien. Donc, il ne faut pas hésiter, je veux dire, à venir vers nous. Et nous, on vous mettra en relation avec les équipes de l'ISM 2 et on vous aidera s'il faut développer des collaborations, ce qu'on espère. Avec plaisir. Voilà, nos contacts, le contact si vous voulez nous contacter. Juste dire que le prochain rendez-vous, le prochain webinaire aura lieu donc à la fin de l'année. Ce sera avec l'Institut de Chimie de Nice. Ça, c'est juste pour le teasing du prochain webinaire laboratoire entre les laboratoires et les entreprises. Et puis, il me reste à remercier tout le monde, à vous souhaiter une très bonne journée et puis à vous dire à très bientôt. Voilà. Merci à vous pour l'organisation aussi.